Enregistrement et je partage avec vous mon écran et on reprend là où on s'est arrêté. Donc on s'est arrêté au niveau j'étais en train de parler du plan d'amélioration pas de, donc de la protection adéquate. Et je vous ai dit la protection adéquate c'est quoi? C'est que le niveau de protection d'une donnée doit dépendre de la valeur de cette donnée. D'accord? Maintenant, et aussi, donc ça c'est la première chose, le niveau de protection d'une donnée doit dépendre de la valeur de la donnée. Rappelez-vous, ça c'est l'exemple que je vous ai donné. Une personne bien placée, je ne sais pas, un responsable, un haut responsable, un directeur, etc., un président d'un pays, la sécurité qu'on donnera la protection qu'on donnera à son mot de passe ne sera pas comme la protection d'un mot de passe de monsieur tout le monde, d'accord? Donc le niveau de protection que nous devons donner à cette donnée-là, qui est donc dans notre cas le mot de passe, doit être à la mesure de ce qu'on cherche à protéger. Maintenant, comment définir la valeur d'une donnée? C'est pas facile de définir la valeur d'une donnée, surtout si on demande au créateur de la donnée de nous donner la valeur de la donnée. Tous les gens croient que toutes les données qu'ils ont sont importantes. Et je commence par moi-même. Moi, j'ai du mal à me débarrasser de fichiers, de documents que j'ai dans mon PC parce que je crois qu'ils sont importants. D'accord? Pourquoi? Parce que la définition de la valeur d'une donnée est subjective. D'accord? Mais il ne faut pas demander à quelqu'un ben, quelle est la valeur de ta donnée. Il ne faut pas que ça soit qu'il nous définisse cette valeur d'une façon aléatoire. Et il faut qu'on lui donne des critères pour l'aider à définir la valeur d'une donnée. Parmi les critères, c'est l'utilité de la donnée. Si je vous dis, dans votre machine, euh, est-ce que les fichiers système ont la même valeur qu'un fichier Word, que le fichier Word dans lequel j'ai écrit maintenant les notes? Ben non, c'est sûr que ça n'a pas la même valeur. Je vais reprendre vos conversations pour que je puisse voir la réponse. Oui, donc la réponse c'est non. Oui, effectivement, c'est non. Euh, on ne vous entend plus? Yasmine? Maintenant, oui, d'accord. Tout le monde m'entend? Parce que tout à l'heure, j'ai été déconnectée pour un petit moment et là, je suis revenue. D'accord, ok. Est-ce que je disais, la question c'est, est-ce que la valeur des fichiers système, les fichiers système ont la même valeur qu'un fichier Word, un fichier Excel, par exemple, le fichier que j'ai écrit tout à l'heure, un fichier de notes? Non, ça n'a pas la même valeur. Donc, pourquoi? Le critère que nous avons donné ici pour définir la valeur, c'est l'utilité. Si mon fichier texte n'est plus dans mon système, est-ce que le système marchera? Oui, il marchera quand même. D'accord? Peut-être que ce fichier a une valeur pour moi, mais il n'a pas de valeur pour la machine, d'accord? Pour le fonctionnement de la machine. Donc, si je veux sécuriser ma machine, donc je vais dire, OK, ma machine, elle est constituée d'un matériel et d'un logiciel. Et donc, le logiciel principal dans ma machine, c'est l'OS. Et donc, les fichiers système de l'OS sont très, très, très utiles. Donc, je les protège plus. Et donc, c'est pour cette raison, si on prend le cas des machines Windows utilisent, qui ont un OS, les machines donc, qui ont un OS Windows, et Windows utilise toujours un intermédiaire qui est le BIOS. D'accord? Ce BIOS est très très important en fonctionnement de la machine. D'accord? Avant qu'on démarre Windows, ben, on a accès d'abord au BIOS. Et donc, c'est pour cette raison que pour un des besoins principaux du BIOS, des données du BIOS lui-même, c'est que ce BIOS ne doit pas se modifier. C'est pour ça que pour protéger le BIOS, on le met dans une ROM, Read Only Memory, dans une mémoire qui ne se change pas, donc dans une mémoire qui a lecture seule. D'accord? Donc ça, c'était le premier critère. Comment définir la valeur d'une donnée? Le premier critère ici, c'est l'utilité. On dit, cette donnée, si je l'ai, qu'est-ce qui m'arrive? Et si je ne l'ai plus, qu'est-ce qui m'arrive? D'accord? Un autre exemple que je veux vous donner, si je prends le cas de la base de données des notes des étudiants actuels à la fac.
et de la base ou les données des notes, les données qui sont les notes des étudiants actuels à la fac. Et si on prend le cas, les notes des étudiants qui étaient à la fac il y a 10 ans, est-ce qu'ils ont la même valeur pour la fac, pas pour les étudiants? Et si je suis un administrateur qui vient à la fac pour qu'il puisse sécuriser la base de données. D'accord? On veut sécuriser la base de données. Oui, donc je vois vos réponses. Non. Effectivement, non. Parce que moi, je veux protéger la base de données. Donc, si je trouve qu'il y a une base de données volumineuse qui contient les données depuis 1996, ben, je vais dire, ben, c'est beaucoup parce que ça va dégrader la performance. Donc, il vaut mieux que ces données-là de telle date à telle date soient archivées. D'accord? Pourquoi? Parce que la valeur de ces données-là archivées n'est pas la même que la valeur des données des 4 ans, des étudiants de 4 ans. Problème de son? Ben, je suis au max de mon son. Fatima, je suis au max de mon son. Est-ce que problème de son est pour tout le monde? Sinon, je ramène mon kit. Non? Vous m'entendez correctement? Ok, très bien. Moi, je disais, les archives ne sont pas aussi utiles pour le fonctionnement de la fac que les données actuelles des étudiants actuels. Donc ça, c'était le premier critère. OK. Si on se base juste sur ce critère qui est l'utilité, et on se dit, les archives n'ont pas beaucoup d'utilité, et bien on va se dire, ben, est-ce qu'on supprime les archives? Non. Donc là, on aura un deuxième critère. Pourquoi faut-il protéger les données des archives? Ah ben, pourquoi? Parce que si je ne les protège pas, si je n'assure pas leur disponibilité, pas avec le même niveau que les données fonctionnelles actuelles, j'aurai un problème pour les remplacer. C'est sûr que je pourrais les remplacer parce que j'ai des documents papier je peux reconstituer les informations à partir de documents papier. Mais ça me prendra combien de temps pour remplacer ces données-là? Donc, un deuxième critère qui peut nous aider dans la définition de la valeur d'une donnée, c'est le coût de remplacement. Donc, les données archivées, bon, on va continuer à les protéger, c'est-à-dire, je parle ici d'un objectif qui est quoi? Au moins la disponibilité, assurer la disponibilité, mais sinon les autres objectifs, ça va être relatif, c'est en fonction des données que nous avons. Bien sûr, on n'oubliera pas une chose dont on va parler après, c'est la protection des données privées. C'est sûr que c'est pas n'importe qui doit avoir accès à mes notes, parce que mes notes sont quelque chose qui me concerne moi-même, toute seule, et je ne suis pas obligée de divulguer cette information. Donc, c'est une donnée privée. Je vous parlerai après donc, de la loi 0908 qui protège, qui nous donne une certaine assurance pour les données privées, donc la protection des données privées. Et donc, c'est à travers cette loi-là qu'on arrive actuellement à traîner des gens en justice parce qu'ils commencent à enregistrer des vidéos sans demander l'autorisation de la personne qui est enregistrée, à poster des images sans demander l'autorisation de la personne que nous avons pris en photo. Donc, il y a une loi au Maroc qui protège les données privées. Et c'est vraiment devenu très, très, très sérieux. Je ne sais pas si vous avez vu hier dans les informations, la cellule, dans le cadre de notre crise du coronavirus, la cellule qui va poursuivre les gens qui vont poster des fake news. Parce qu'on est dans une situation où on doit tous être unis et ce n'est pas le moment pour qu'on puisse avoir des fake news. Et donc, les gens qui font de la propagation dans ce contexte, d'une façon générale, et dans ce contexte-là, par lequel passe notre pays, doivent être traînés en justice. Et ils seront traînés en justice après preuve, parce que si vous avez fait attention hier, il y avait une personne qui était responsable de la forensique, c'est-à-dire de la production de preuves, parce que quand on va dire cette personne a propagé de fausses données, ben, il faut avoir la preuve qu'il a propagé, c'est des preuves techniques. D'accord? Et par la suite, pour les traîner en justice, ça sera grâce donc à une loi bien écrite, avec beaucoup de pénalités dans ce contexte-là. On aura le temps par la suite d'en parler. Et si une des personnes
parce qu'à la fin de notre semestre, Inch'Allah, donc on fera aussi des présentations. Donc, un des sujets importants qu'on pourrait choisir, c'est la cybercriminalité, surtout, c'est tout ce qui est veille et loi. Qu'est-ce qu'il y a comme loi marocaine, internationale pour la protection des données privées. Vous pouvez prendre le cas, le use case de coronavirus, c'est le moment par lequel on passe maintenant pour voir toutes les choses illégales qui ont été faites dans ce contexte-là. Donc, j'étais en train de parler ici du coût de remplacement d'une donnée. Je disais qu'on doit archiver les données et c'est pour ça que j'ai ouvert cette parenthèse. Comment j'archive ces données? Bon, au moins, je dois assurer leur disponibilité. Mais au niveau confidentialité, intégrité, bien sûr, je dois assurer l'intégrité parce que les données ne doivent pas se changer. D'accord? OK. Des fois, la valeur d'une donnée, l'utilité ne peut pas m'aider pour définir la valeur du donnée. Le coût de remplacement peut ne pas m'aider. Par exemple, prenez avec moi le cas de la base de données qui contient la paie, ou qui contient les salaires des personnes. Je perds cette base de données le jour de paie, le jour de la paie. Et donc, la conséquence serait quoi? C'est que les gens ne seront pas payés. Et je l'ai perdu pour de bon. On n'a pas pris de mesures pour backuper ces informations. On ne sait plus qui a gagné quoi. Et donc, les conséquences seraient quoi? Que j'aurai peut-être des grèves parce que les gens ne seront pas payés, peut-être parce qu'ils ne seront pas contents, etc. Donc, des fois, les conséquences directes ou indirectes que je peux avoir quand je perds une donnée, quand une donnée est divulguée, quand une donnée est modifiée, quand bien sûr par rapport à ce qu'on pourrait, la manière avec laquelle on pourrait utiliser cette donnée. Le critère le plus simple pour la définition de la valeur de la donnée, c'est la confidentialité. Une donnée qui est confidentielle en vie normale doit être confidentielle en système. Et ça, c'est le critère le plus simple. Donc, moi, je vous ai donné ici un ensemble de critères qui peuvent vous aider pour déterminer la valeur de votre donnée. D'accord? J'ai donné 4 critères, mais ce n'est pas une liste finale, ce n'est pas une liste globale, ce n'est pas une liste exhaustive de tous les critères qu'on pourrait avoir pour déterminer la valeur d'une donnée. Dans certains contextes, dans certaines entreprises, on peut déterminer ou trouver d'autres critères intéressants. Bien sûr, chaque critère on le recommande, mais chaque critère peut avoir plus de valeur qu'un autre dans certains contextes. Donc, cette valeur de la donnée, normalement, on doit connaître la valeur de la donnée, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, ça dépend de qui détermine cette valeur. Donc, ça reste que déterminer la valeur d'une donnée, c'est quelque chose qui est difficile à mesurer. D'accord? On n'a pas donc il n'y a pas de fonction particulière, c'est pas mathématique. D'accord? C'est pas quantitative. On n'a pas d'équation pour déterminer cette valeur, donc ça veut dire que c'est pas sûr. Et la donnée n'a pas toujours la même valeur. Donc, la valeur d'une donnée dépend du temps. Et donc, si la valeur de la donnée dépend du temps, ça veut dire que si la valeur va changer et quand la donnée perd sa valeur, il faut changer le niveau de protection. Et quand la donnée augmente de valeur, il faut lui changer le niveau de protection. D'accord? Donc là, pour résumer, on va dire, on protège une donnée parce qu'elle a une valeur que nous allons définir en se basant sur ces critères ou sur d'autres. Et on protège une donnée tant qu'elle a une valeur. C'est-à-dire que si une donnée perd sa valeur, on ne va pas continuer à la protéger. Et le meilleur exemple ici, c'est vos mots de passe. Donc, votre mot de passe pour l'accès à votre système, d'accord? Le mot de passe actuel ou le mot de passe que vous utilisez, d'accord? C'est sûr que vous devez le protéger, d'accord? Mais après, ce mot de passe, vous l'avez changé. Quand vous changez votre mot de passe, donc vous n'allez pas continuer à protéger des anciens mots de passe. Actuellement, en fait, on est en train de voir que des fois, on peut garder au moins le mot de passe et le mot de passe qui est avant, parce que des fois, quand on oublie notre mot de passe, on pourra vous demander des anciens mots de passe. Mais en tout cas, de toute façon, on ne protège plus le mot de passe de la même manière qu'avant. D'accord? Donc, le mot de passe que vous utilisez actuellement, vous le protégez.
Quand vous le changez, d'une manière générale, on ne continue plus à le protéger. D'accord? Est-ce que cette notion-là est claire? J'attends vos questions. Est-ce que vous avez compris ce principe-là? Attendez que je passe ici. Est-ce que vous m'entendez? Je ne vois plus rien. Vous avez dit non. Hajar, qu'est-ce que tu n'as pas compris? Qu'est-ce que tu n'as pas compris, Hajar? Est-ce que tu peux formuler une question? Donc là, je reprends ma question. On était en train d'expliquer le principe de protection adéquate. Et nous avons dit, les éléments du système doivent être protégés parce qu'ils ont une valeur. Et les éléments du système doivent être protégés tant qu'ils ont une valeur. Et aussi, on a dit, le niveau de protection doit être à la mesure de ce qu'on cherche à protéger. Hajar, tu me dis, s'il vous plaît, vous pouvez juste reprendre. Reprendre à partir de quoi, Hajar? À partir de la valeur, des critères qui déterminent la valeur de la donnée, ou à partir de la protection adéquate? C'est quoi ta question? Si je reprends à partir de la valeur d'une donnée, nous avons dit, avant de protéger une donnée, il faut connaître sa valeur. Et je vous ai donné quelques critères qui peuvent nous aider à déterminer la valeur de la donnée. Et donc, le premier critère, je vous ai dit, on peut estimer la valeur de la donnée en se basant sur son utilité. Après, je vous ai dit, on peut estimer la valeur d'une donnée en se basant sur son coût de remplacement. Après, je vous ai dit, on peut estimer la valeur en fonction des conséquences. Et après, je vous ai dit, on peut estimer la valeur en fonction de la confidentialité. Et je vous ai dit que le critère le plus simple pour déterminer la valeur de la donnée, c'est la confidentialité. Pourquoi? Parce qu'une donnée confidentielle dans la vie normale doit être confidentielle dans le système. Maintenant, une fois qu'on détermine la valeur de la donnée, donc si on connaît la valeur de la donnée, c'est sûr que les données n'auront pas les mêmes valeurs. D'accord? Et je vous ai donné l'exemple de mot de passe. Le mot de passe d'un utilisateur normal et le mot de passe d'un haut dirigeant. Est-ce qu'on va, si on découvre par exemple, si le mot de passe doit être chiffré, d'accord? Et là je me dis, moi, je n'ai pas la possibilité d'utiliser un algorithme de chiffrage très très robuste. Je vais utiliser l'algorithme de chiffrage X, même si je sais qu'il a été piraté. Là, on va se dire, OK, on va déterminer l'algorithme X, c'est quoi? C'est quoi l'attaque était comment? On va dire, cet algorithme X il a été attaqué, mais en fait, c'était 200 000 PC réunis et l'attaque a duré 20 heures pour craquer le mot de passe. On va se dire, nous, on va protéger la donnée de monsieur Intel X, un utilisateur normal. Cet utilisateur normal va s'authentifier pour quelques secondes. Et l'attaque contre ce mot de passe, ça prend des heures. Donc, on va dire, c'est pas grave, on va utiliser cet algorithme de chiffrage. Pourquoi? Parce que la donnée que je désire protéger n'a pas un niveau très, très, très élevé de confidentialité. D'accord? Maintenant, s'il s'agit d'un mot de passe d'un haut dirigeant, comme je vous ai dit dans le cours d'un président d'un pays, on ne va pas risquer d'utiliser un algorithme qui a été piraté, même si l'attaque, ça prend 1 million de PC, etc. Non, parce que le niveau de protection qu'on doit donner à cette donnée-là, qui est d'une grande valeur, d'accord, doit être à la mesure de ce qu'on cherche à protéger, qui est cette donnée-là. D'accord? Donc là, on parle d'une valeur qui a un niveau très, très élevé et d'une valeur qui a un niveau moyen, et d'une donnée, pardon, qui a une valeur moyenne et une donnée qui a une valeur faible. D'accord? Et donc, la donnée qui a une valeur extrêmement importante, son niveau de protection doit être très, très, très élevé. C'est ça le principe de protection adéquate. Donc là, si je reprends, le niveau de protection d'une donnée doit être à la mesure de ce qu'on cherche à protéger.
D'accord? Donc, on n'a pas une seule manière pour protéger une donnée, mais on parle de niveau de protection et c'est ça le principe de protection adéquate et que j'ai déjà expliqué la semaine dernière parce que ce principe de protection adéquate, nous l'avons retrouvé dans la norme ISO 27001 quand on a introduit la définition de l'information. D'accord? Et on a dit que l'information, on protège une information parce qu'elle est importante, d'accord? Dans le ISO 27000, version 2016, on parle d'une donnée essentielle au système, d'accord? Et donc, une donnée qui a une valeur. Donc, aujourd'hui, on a bien clarifié ou bien on a bien expliqué ou bien on a bien détaillé à quoi sert et comment on définit la valeur d'une donnée pour qu'on puisse la protéger. D'accord? Dernière partie aujourd'hui, donc vers la fin de notre cours, on va regarder qu'est-ce que c'est que les moyens de défense. Ayman me pose une question ici. Qu'est-ce que c'est que two-step verification? En fait, tout à l'heure, quand on a parlé des moyens d'authentification, d'accord? Je vous ai dit que dans l'authentification, on peut utiliser plusieurs niveaux d'authentification. C'est-à-dire, nous avons vu que je peux m'authentifier par un secret, je peux m'authentifier par quelque chose que je possède, une carte. Mais des fois, je peux durcir la sécurité en dupliquant, en utilisant plusieurs moyens. Par exemple, quand je pars à mon guichet et je sorte ma carte GAB et je donne au système une carte, donc ça veut dire que je m'authentifie, je prouve que je suis moi parce que je fournis quelque chose que je possède. Donc ça, c'est le premier moyen d'authentification. Puis en plus, je renforce ma manière avec laquelle je vais m'authentifier en donnant le secret, quelque chose que je suis. Donc là, on a deux niveaux de protection ici. Donc, il y aura automatiquement deux niveaux de vérification. Donc, la première vérification, on vérifie l'authenticité de la carte. Est-ce que l'utilisateur a donné une bonne carte? Donc, à travers, donc, comme, soit c'est une carte magnétique ou une carte à puce. Donc, on vérifie qu'il s'agit bel et bien d'une bonne carte. Et après, on doit s'assurer que ce détenteur de la carte, parce que quel est l'inconvénient d'authentification par quelque chose qu'on possède, c'est qu'on peut la perdre. Et quand quelqu'un prend une carte, notre carte de crédit ou bien notre carte GA, il peut l'utiliser si on n'a pas ce deuxième moyen de sécurité d'authentification qui est donc l'authentification par NIP. Donc là, on a un deuxième niveau de sécurité qui va nous prouver au système qu'on est nous. Et donc là, on doit donner le mot de passe ou notre NIP. Et donc, ça veut dire que le système, dans ce cas-là, pour nous authentifier, il a fait deux vérifications. La première vérification, c'est pour vérifier qu'il s'agit d'une bonne carte. Et la deuxième vérification, pour qu'il s'agisse de la bonne personne. C'est-à-dire qu'on authentifie cette personne. Et là, on ne dit pas on identifie, parce que le système ne voit pas la personne. Donc, le système est sûr qu'il s'agit de la bonne personne. Pourquoi? Parce que nous, on va lui prouver, on va lui donner la preuve qu'on est nous grâce au secret partagé qui est notre NIP. On ne rentre pas dans la sécurité du NIP parce que on en parlera par la suite. Donc, est-ce que c'est suffisant donc, de faire un NIP à 4 digits ou à 6 digits, etc. On va en parler. De toute façon, lorsqu'on renforce le niveau de sécurité, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'attaque. Donnez-moi des exemples qu'on pourrait avoir d'attaques sur le système bancaire, sur les guichets. Je pense que tout le monde a été au courant des dernières. Bon, ça c'est quelque chose qui est très très ancienne, mais normalement on a ressenti ça cette année aussi. Qui est quoi? Donc, les claviers peuvent être falsifiés, le lecteur de carte peut être falsifié. Ça, c'est quelque chose à laquelle on doit faire très, très attention. Mais en tout cas, j'ai répondu à la question de Ayman qui disait Madame, qu'est-ce que c'est que two-step verification? Donc, ça veut dire qu'il y a une vérification qui peut se faire soit à deux niveaux, soit à trois niveaux, etc. Mais en sécurité, en général, on vous recommande de ne pas avoir beaucoup de mécanismes de sécurité pour le même objectif. À la rigueur, deux fois, deux, etc. Deux, c'est acceptable. Mais pour un même objectif, avoir plusieurs niveaux de vérification, c'est beaucoup.
D'accord. Là, on va passer donc à la dernière étape dans notre course qui sont donc les moyens de défense. On va définir le terme contrôle. Qu'est-ce que c'est qu'un contrôle? Et donc, dans mon cours ici, je vous dis un contrôle, on est toujours dans le principe où un contrôle, c'est pas que de la technique. D'accord? On est toujours dans le même état d'esprit de la norme ISO 27001 qui dit que la sécurité, c'est pas juste de la technique. C'est des politiques, c'est des mécanismes, c'est des procédures, c'est des actions, d'accord? Et c'est aussi de la technique, mais ce n'est pas que de la technique, d'accord? Une chose importante, c'est que les mécanismes que vous devez mettre en œuvre ou que vous allez mettre en œuvre doivent être opérationnels. D'accord? C'est-à-dire que ça doit être des choses qui marchent. Nous avons aussi dit que les contrôles, c'est des contrôles, ça peut être des contrôles préventifs, c'est-à-dire avant l'attaque, ou bien des contrôles correctifs, c'est-à-dire après l'attaque. D'accord? Et pour les contrôles préventifs, je vous ai déjà expliqué que ça doit se définir dans le cadre de la planification, principalement quand on fait la planification des risques. D'accord? On est à l'étape 1 de gestion de risque que nous pouvons avoir sur notre système. Et je vous ai déjà dit lors de la définition la semaine dernière qu'on ne peut pas sécuriser un système qu'on ne connaît pas. Que la première chose à étudier, quels sont les risques que nous avons sur ce système. Et là, nous avons plusieurs méthodes pour déterminer les risques. On peut choisir la méthode qui est utilisée par ISO 27000, qui est la méthode ISO 27005, pour estimer ou calculer ou connaître les risques que nous avons sur notre système. Mais aussi, quand on arrive à la technique, je vous ai dit qu'on peut retrouver les attaques particulières sur un système en utilisant des outils de pentest ou ce qu'on appelle des outils de test d'intrusion. Et donc, ces outils de test d'intrusion, et on en a plusieurs dans Kali Linux, d'accord? On n'oublie pas que les tests d'intrusion, nous avons soit les tests d'intrusion depuis l'extérieur, soit les tests d'intrusion à l'intérieur. Donc, les TSE, tests d'intrusion externe, les TSI, c'est les tests d'intrusion interne. Et n'oubliez pas encore une deuxième règle que je vais répéter aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons appris une première règle que je ne cesse de reprendre depuis tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas de sécurité à 100%. Ça, c'est la règle d'or numéro 1. La deuxième règle d'or, qui est quoi? C'est les attaques. 80% des attaques viennent de l'intérieur. D'accord? 80% des attaques viennent de l'intérieur et juste 20% des attaques vont venir de l'extérieur. Ça, si on parle jargon réseau. Je parle de moi, en tant que personne, en tant qu'utilisateur de mon système. 80% des attaques vont venir de mon entourage, des gens qui me connaissent. Les gens qui me connaissent, c'est les gens qui vont guesser mon password en fonction de ce que j'aime, de mes préférences, en fonction des informations qu'ils connaissent sur moi, etc. C'est plus difficile pour quelqu'un qui ne vous connaît pas de vous attaquer. Bon, plus difficile en guillemets, d'accord, mais c'est plus facile pour quelqu'un qui vous connaît de vous attaquer, d'accord? Donc ça, on fait très très attention pour les tests d'intrusion interne. Ils sont plus intéressants, ils doivent être faits dans les règles de l'art pour qu'on puisse estimer et faire le nécessaire pour qu'on puisse par la suite protéger ce système. Voilà, donc ici, dans la dernière partie du cours, je vous donne des exemples. Encore une fois, Zoom me dit qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Bon, il nous reste à peu près 10 minutes pour terminer notre cours. Et d'ailleurs, on est à la fin donc, même du chapitre. Ici, je vous donne quelques exemples de contrôle. Et là, je cite des contrôles soit de nature logicielle, soit des contrôles de nature matérielle, soit des contrôles de nature physique. Et ici, ce n'est pas une liste exhaustive de tous les contrôles qu'on peut donner ou qu'on peut faire. C'est juste que n'oubliez pas qu'on est dans le chapitre d'introduction et qu'on est en train de définir les termes. D'accord? Donc, nous avons donné des définitions, mais aussi on veut comprendre ces définitions à travers des exemples. Et donc, c'est ça l'objectif de cette partie-là, c'est de comprendre ou de donner des exemples de tous les contrôles qu'on pourrait faire au niveau logiciel. Et après, de donner des exemples de certains contrôles, pas tous les contrôles parce que ce n'est pas une liste finale, mais certains contrôles aussi de nature matérielle. Et après, on parlera de quelques exemples de contrôles de nature
aussi physiques. Voilà, donc pour les contrôles de nature euh, logicielle, ici, je vous dis, pour les contrôles, j'essaie d'enlever cette page. Ok, c'est bon, elle est partie. Okay, je reprends ici. Les contrôles, si je veux faire des contrôles de nature logicielle, ces contrôles-là vont être intégrés, je vais les intégrer, et là je reprends quelque chose que je n'ai pas écrit là, au logiciel le plus basique dans notre machine. Et tout à l'heure, je vous ai parlé, là je reprends vos conversations, le logiciel le plus basique dans notre système, c'est qui? Quel est le logiciel le plus basique? Je peux intégrer des contrôles à partir d'où? J'attends vos réponses. Je ne vois plus la page. Ok, je vais reprendre ici. Non, pas ici. Quel est le logiciel le plus basique? Est-ce que vous pouvez... Vous êtes toujours là? J'essaie de retrouver la page de conversation. Je ne veux pas que je sois la seule à parler. Je veux une certaine interactivité, même si c'est vers la fin. J'espère que vous n'êtes pas fatigué. Je ne vois plus la conversation. Converser. Vous êtes là? Ah, vous êtes tous là, mais vous ne parlez pas. Ok, vous êtes là. D'accord. Oui, on est là. D'accord. Quel est le logiciel le plus basique dans notre système, dans lequel on peut intégrer des contrôles? J'en ai parlé tout à l'heure. Je vous ai dit, le logiciel le plus basique, c'est qui? C'est le BIOS. D'accord? Donc, si mon système, oui, effectivement, ça fait. Si mon système, moi, je veux assurer, oui, bravo Dunia, si je veux assurer l'authentification, c'est-à-dire que je veux que je sois la seule à pouvoir utiliser mon poste de travail. D'accord? Je pourrais, je vais dire, ben, quelle est la méthode la plus utilisée pour l'authentification? C'est la méthode par login mot de passe. D'accord? Et je vais me dire, OK, je vais définir un mot de passe. Nous, on sait tous que dans vos machines Windows, vous pouvez définir un mot de passe au setup. Mais quand on dit setup, ça veut dire que vous allez définir un mot de passe, non pas dans l'OS, mais dans le BIOS. En réalité, pas dans le BIOS. Parce que votre mot de passe, parce que si c'est dans le BIOS, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Le BIOS ne se modifie pas. Le BIOS, c'est quoi? C'est un système d'exploitation, d'accord? Basique entre l'utilisateur et la machine. En fait, non, pas entre l'utilisateur et la machine, et l'utilisateur et qui dans la machine principalement? Le système d'exploitation, d'accord? Mais moi, comment ça se fait que moi, je peux définir un mot de passe dans le BIOS? Comment ça se fait que moi, je peux régler la date machine? Comment ça se fait que moi, je peux changer le démarrage? C'est parce que les données du BIOS ne sont pas dans la ROM. D'accord? Les données que manipule le BIOS, ils sont gérés par quelque chose qu'on appelle le CMOS. D'accord? Et donc, moi, quand je définis un mot de passe, en fait, ce mot de passe va être stocké dans la zone réservée au CMOS, réservée aux données du BIOS. D'accord? On va croire que lorsque je définis un mot de passe dans le BIOS, dans le setup, c'est plus sécuritaire. D'accord? Mais dans la réalité, bien sûr que c'est plus sécuritaire si quelqu'un essaie de m'attaquer depuis l'extérieur. Mais si quelqu'un a accès à ma machine, qui peut me dire comment je peux enlever, outrepasser ce contrôle du BIOS, du setup? C'est-à-dire comment rendre une machine sans mot de passe qui a été défini par le setup. Qui peut me répondre? Est-ce qu'on peut? J'ai une machine, je la démarre, je trouve que cette machine est protégée par mot de passe. Et par mot de passe setup. Et là, ça se voit très bien parce que on a un écran noir et on a un petit curseur et on doit donner le mot de passe. Parce que normalement, si c'était dans l'OS, on aurait login, mot de passe dans une interface agréable si on est dans Windows. La réponse, c'est votre machine. Si vous voulez enlever toutes les configurations
qui ont été, toutes les modifications de plus qui ont été faites sur cette machine, il suffit d'ouvrir la machine et d'enlever une pile que nous avons à l'intérieur. Alors, c'est quoi cette pile? Elle s'appelle la pile CMOS. Quel est le rôle de la pile CMOS? Qu'est-ce qui fait que lorsque vous éteignez votre ordinateur et que vous le redémarrez par la suite, quand vous le redémarrez, vous trouvez que la date heure système est juste. Pourquoi elle est juste? Parce que votre système a une pile qui permet d'alimentation, de donner un circuit électrique qui permet de réaliser certains calculs, notamment, entre autres, les calculs de la date. Qu'est-ce qui se passe lorsque moi j'enlève cette pile? D'accord? Quand j'enlève cette pile et que je la réactive, qu'est-ce qui arrive au système? Le système, quand il redémarre, le CMOS en tout cas, il va être réinitialisé. Donc, c'est comme si j'ai fait un reset. D'accord? Et quand je fais un reset, c'est comme si vous prenez votre routeur et vous appuyez sur le point reset. Quand vous appuyez sur reset, automatiquement, vous réinitialisez et vous redevenez à l'état livraison avec comme le début de l'achat de votre ordinateur. La même chose, on peut faire la même chose avec les téléphones. Quand, par exemple, on change de téléphone, j'ai mon ancien téléphone, là, on vous recommande de ne pas juste supprimer les fichiers et vos données, mais aussi de réinitialiser votre OS et de le livrer, bien sûr, de tout supprimer. Et par la suite, parce qu'on sait très bien que quand on supprime les données, ils sont toujours dans le disque dur. Mais là, quand vous allez réinitialiser votre système, et ça, c'est une option que nous avons actuellement dans nos téléphones, c'est comme si vous avez votre téléphone ou votre machine à livraison zéro, état constructeur. D'accord? Donc, si, pour résumer, un contrôle, je peux intégrer un contrôle au BIOS. D'accord? Après, je vous dis, mais on peut intégrer des contrôles aussi au système d'exploitation. Ça, c'est quelque chose que vous connaissez tous, que je peux définir. Bien sûr, moi, je prends toujours l'exemple du principe d'authentification le plus utilisé. Il ne me reste plus qu'une seule minute. Et je pense que nous allons arrêter ici dans les contrôles de nature logicielle. La séance prochaine, vous allez me dire que je reprendrai à la page 20, s'il vous plaît, et qu'on est dans les contrôles de nature logicielle. J'avais cru que j'allais terminer cette partie-là pour passer au TP, mais on n'a pas terminé. Donc, de toute façon, la semaine prochaine, on va terminer cette partie. Il nous reste peut-être 2 slides. Oui, 2 slides ou 3. Ah ouais, non, oui, quelques slides pour terminer. Et on commencera le chapitre des attaques. Donc, la séance prochaine, nous allons terminer ces slides qui nous restent. On est à la page 12 et on va commencer le chapitre des attaques. Je ne sais pas par rapport à votre planning. Vous savez que nous, on a des séances de ratés et on veut profiter de ces moments-là. On est tous à la maison. Donc, moi, je peux vous faire des rattrapages et je vous propose de faire 2 séances par semaine pour rattraper les séances qu'on a perdues. Donc, ça, on parlera de ça dans WhatsApp. D'accord? En tout cas, notre séance du vendredi est maintenue et je vais prévoir avec vous une autre séance si vous voulez pour rattraper le retard qu'on avait avant. Mais il va falloir que je change, donc je ne travaille plus avec Zoom. Comme je vous ai promis, je vais essayer Microsoft Teams et je vais voir